FA, hein, ce n'est pas un joli coup comme a fait les organisateurs. On va essayer de vous parler un petit peu d'un patient à haut risque cardiovasculaire, l'hypertendu diabétique, mais vu sous un angle d'un cardiologue qui fait beaucoup de coronarographie, qui se balade souvent dans les artères coronaires, et vous allez voir que ce n'est pas joli ce type de patient quand on les a sur la table. De quoi on parle? On parle toujours de quelque chose qui tue et qui tuera toujours, c'est les maladies cardiovasculaires qui restent la plus pourvoyeuse en matière de morbimortalité de le monde. Vous avez des chiffres, vous connaissez les chiffres, eh ben, ça meurt beaucoup et c'est entraîné surtout par les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux. Donc ça reste une entité qui prend de l'ampleur énormément. Pourquoi? Parce que c'est un problème de vieillissement artériel, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc ce remaniement artériel, ce vieillissement artériel, cette artère qui devient malade, un jour va parler. Et quand elle parle, l'espérance de vie de ces malades qui survivent à l'accident aigu, vous avez les chiffres, c'est diminué de beaucoup. À titre d'exemple, quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, eh bien, il trouve son espérance de vie diminuée de 10 ans. Donc pour vous dire que l'enjeu est important. Et un jour, cette athérosclérose va parler, et c'est ce qu'on appelle l'athérothrombose. C'est-à-dire un jour, cette artère va se déstabiliser, va se rompre, et il va y avoir une formation d'un caillou qui va boucher complètement l'artère, entraînant soit au niveau des coronaires, un syndrome coronaire aigu, soit au niveau des carotides, soit au niveau des membres inférieurs, et c'est là l'accident qui survient de façon brutale. Le drame encore, c'est que quand une artère parle, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne parle pas ailleurs. Je m'explique, quelqu'un qui fait un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire il a bouché une artère coronaire, eh bien dans 30 à 40% des cas, la plaque existe ailleurs, par exemple dans les carotides. Et si on ne va pas la chercher, eh bien elle va parler. Pareil, quelqu'un qui fait une artériopathie des membres inférieurs, eh bien dans un grand nombre de cas, la plaque existe dans les coronaires ou bien dans les carotides. Pour vous dire que c'est une maladie ubiquitaire et que ça peut toucher toutes les artères. Et comme vous le savez, nous avons 1000 m² de surface artérielle, donc nous avons besoin de quelque chose, non pas pour traiter, bien sûr il faut traiter l'accident aigu, que ce soit coronaire, que ce soit AVC, mais il faut prévenir l'ensemble de mes artères. Et une des causes, c'est ça, c'est notre alimentation. Ça, c'est une image qui circule un petit peu dans les congrès pour vous dire ça, c'est un gros McDo hein, qui commence un petit peu à nous envahir, nous aussi. C'est à étage et à côté de ce McDo, il y a des ambulances qui attendent. À votre avis, pourquoi ils attendent? Eh bien, parce que la probabilité est importante ici de faire un accident vasculaire, cérébral, coronaire. Donc, autant les attendre ici. L'autre cause, bien sûr, c'est l'hypertension artérielle qui reste et restera la plus pourvoyeuse. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Elle devance de beaucoup tous les autres facteurs de risque que vous connaissez très bien. L'hypertension artérielle est au centre de tous les problèmes. Eh bien, ça touche le cœur en passant par l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'insuffisance cardiaque, d'abord diastolique, ensuite systolique, ensuite l'infarctus, la pathologie coronaire, ça touche les reins. Donc on ne parle plus de maladies cardiovasculaires, mais on parle de maladies cardiovasculaires et rénales, ça touche le cerveau. Donc bref, ça c'est au centre de tous les problèmes. Et est-ce qu'on a des papiers qui valident tout ce qu'on est en train de dire? Bien sûr, depuis longtemps, on sait que l'hypertension artérielle augmente le risque de cardiopathie ischémique, augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux, augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Mais il faut lire aussi cette slide que j'aime beaucoup, c'est que pour vous dire que même la population normale, bon, j'ai ma souris, même la population normale, elle est sujette, elle est exposée à un risque. Mais par rapport à la population hypertendue, vraiment le risque est divisé par 2, voire par 4. Donc autant traiter bien nos malades, parce que même quand on traite bien, on n'est pas à l'abri d'un événement, mais cet événement, il est vraiment très diminué. Donc on sait que c'est grave, on sait que c'est fréquent, mais malheureusement, on n'est pas très efficace. Là, pour vous dire que dans des pays européens où ils ont vraiment une grosse politique en matière de santé publique, eh ben, ils ont du mal à traiter tout le monde. Vous avez les chiffres, c'est vrai que ça date de quelque temps. Vous allez voir les chiffres un peu plus récents. On a fait un petit mieux, mais toujours on n'est pas très efficace. Là, on s'est attaqué à des patients à très haut risque cardiovasculaire. C'est des patients coronariens, c'est-à-dire qu'ils ont fait un événement grave, des infarctus. Et vous voyez que plus de la moitié de ces patients qui sont connus très graves parce qu'ils ont fait un événement, eh bien, dans plus de la moitié des cas, on n'est pas aux cibles thérapeutiques. C'est-à-dire même dans le secondaire, quand on instaure, si vous voulez, le traitement secondaire, et on sait qu'on a affaire à des malades très gros risques, eh bien, on n'arrive toujours pas à être aux cibles thérapeutiques et donc à un événement ultérieur, soit in situ, soit
ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est des chiffres un peu plus récents. Un pays comme le Canada, vous voyez, un malade sur deux, pratiquement, n'est pas au cible thérapeutique. Donc, pour vous dire qu'ils ont du mal à vraiment à traiter les malades de façon correcte. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chiffres que nous donnent nos sociétés savantes, eh bien, on est très loin. Là, seulement 13% de nos hypertendus algériens sont au cible thérapeutique. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas diagnostiqués. Je vous parle là des malades qui sont diagnostiqués, qui sont suivis par vous, qui sont bilantés, qui sont explorés, chez qui on prescrit les médicaments. Eh bien, seulement 13% sont au cible thérapeutique. Et que plus de 87% ne sont pas au cible thérapeutique. Et ce qui explique le nombre important d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui explique le nombre important d'infarctus du myocarde, le nombre important de dialysés, de morts subites, etc., etc. Je rappelle, en France, ils ont par an un stade de France, c'est-à-dire 150 000 pratiquement accidents vasculaires cérébraux par an. Donc pour vous dire que l'enjeu est important et c'est très lourd. Encore plus grave, quand on a affaire à des malades très lourds, on est médiocre. Regardez ici, quand le risque est faible, j'essaie d'avoir ma souris, quand le risque est faible, eh bien, on est efficace pratiquement dans 45% des cas. C'est bien, c'est un très bon chiffre, 45% des cas. Mais chez des malades qui ne sont pas très malades, si vous voulez. Mais plus le risque avance, vous voyez, pour les malades où le risque est élevé ou bien très élevé, c'est ceux-là qui vont parler, c'est ceux-là qui vont faire des infarctus, c'est ceux-là qui vont faire des AVC, c'est ceux-là qui vont faire de la dialyse. Eh bien, ces gens-là, on n'est pas très efficace. Et on a du mal à décoller ce type de malade. Une des explications, quand on voit l'ensemble des études, eh bien, pour être aux objectifs, il faut au moins 2 médicaments, pour ne pas dire 3, parfois même 4 médicaments. C'est-à-dire pour être aux objectifs, une des solutions, c'est qu'il faut utiliser le nombre qu'il faut en matière de traitement de l'hypertension artérielle. Et là, vous avez un grand nombre d'études. Pour être aux objectifs, ils n'ont pas hésité à aller sur bithérapie, trithérapie, voire même pentathérapie. Bien sûr, on n'insistera jamais sur les conditions de la prise de la tension artérielle. D'accord? Il faut que ça c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire quelques minutes au repos. Ça, je parle de la tension au cabinet. D'accord? Il faut bien respecter les mesures reconnues. Il faut s'aider aussi d'autres outils qu'on utilise maintenant, soit pour le diagnostic, soit pour le suivi de ces hypertendus, si vous voulez, l'automesure ou la MAPA. C'est des outils qui nous aident énormément et on ne peut pas actuellement suivre un hypertendu si on n'utilise pas ce type d'outils. Bien sûr, il n'y a pas que les médicaments, il y a l'hygiène de vie. Perdre du poids, manger un peu salé, arrêter de fumer, arrêter la cigarette, l'alcool, faire de l'exercice, c'est très difficile, mais on gagne énormément. Le deuxième volet, c'est le diabète. Et là, on est bien entouré aujourd'hui, on est bien gâté, on a des diabétologues avec nous, vous êtes bien placés pour ça, pour dire que ce qui va venir, c'est vraiment effroyable. Les chiffres qu'on nous donne, c'est une véritable épidémie qui s'annonce et vous voyez qu'on appartient à une zone où la prévalence est élevée. Donc, vraiment, c'est une véritable épidémie qui arrive. Est-ce que tous les diabétiques se valent? Eh bien non, il y a des diabétiques à haut risque et comme on les définit de façon simple, ce sont des diabétiques avec un autre facteur de risque. C'est le diabétique avec hypertension artérielle ou bien un autre facteur de risque. C'est un diabétique qui a une atteinte d'un organe cible. Eh bien ceux-là, ils sont très graves et ceux-là qui font faire des événements cardiovasculaires. Un diabète plus un autre facteur de risque, ça multiplie son risque cardiovasculaire, son risque de mortalité. Plus vous augmentez les facteurs de risque, plus vous multipliez le risque cardiovasculaire en passant de 1 à 5 pratiquement en matière de risque de mortalité si vous associez les facteurs de risque. Le diabète expose à une double complication, les complications macrovasculaires et microvasculaires. Macrovasculaires entraînées surtout par les accidents coronaires que vous connaissez et les microvasculaires surtout, bon, il y a la rétine bien sûr, la rétinopathie, il y a aussi la néphropathie avec ses différents stades. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Et pourquoi cette mortalité est élevée? Quand on voit la mortalité dans les suites d'un syndrome coronaire aigu, qu'on ait fait un sus-décalage ou sans sus-décalage, le fait d'être diabétique ou non diabétique, eh bien, il y a une sacrée différence. Que ce soit pour une mortalité en phase aiguë, c'est-à-dire très précoce, vous voyez l'écart entre qu'on soit ou pas diabétique, même à long terme. Donc, si vous voulez, ce n'est pas bien d'avoir un syndrome coronaire aigu chez les diabétiques. Et comment on explique ça? Eh bien, c'est en faisant des coronarographies. Quand on voit l'arbre coronaire chez ce type de patient, eh bien, on voit que cette artère, elle est très très malade.
Et là, je vous donne des images pour vous montrer un petit peu. Regardez le calibre de cette artère. Si je considère que ce segment est sain, d'accord, regardez, l'artère, elle est très malade avec un lit d'aval qui est très infiltré et on a du mal à proposer quoi que ce soit pour ce type de patient, que ce soit par voie endocoronaire, c'est-à-dire la mise en place de stent, ou bien même par voie chirurgicale, c'est-à-dire pour pontage. Le chirurgien ne voudra jamais de ce type de patient parce qu'il va me dire où est-ce que je vais m'implanter et généralement, c'est des atteintes coronaires très diffuses, pluritronculaires avec des vaisseaux de petite lumière. Et on commençait à comprendre un petit peu cette nosologie avec l'avènement de l'échographie endocoronaire, outil qu'on utilise énormément dans notre centre. Et on arrive à voir maintenant à l'intérieur de l'artère qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est des images propres à notre centre. Et je vous donne un exemple pour vous familiariser avec l'imagerie. Là, ce que vous voyez en noir, c'est la cendre. Et ce que vous voyez autour, c'est l'artère. D'accord? C'est là où les éléments figurés du sang circulent. Et là, on voit une artère qui est bien. À côté, vous voyez un joli croissant, c'est la plaque d'athérome, regardez, qui a pratiquement pris toute la lumière artérielle et qui laisse un petit espace pour voir le sang, pour que le sang circule. Et quand on voit en amont et en aval de cette sténose, eh bien on voit que toute l'artère est infiltrée et on voit des plaques d'athérome partout. Et en fin de compte, ce n'est pas des petites artères, c'est des petites lumières. C'est-à-dire, avant on disait, oui, le diabétique a de petites artères. Non, on a tous des artères pareilles. Les artères coronaires font 3 mm, 3,5, d'accord? Mais du fait de ce diabète, de cette maladie, eh ben, ça fait que l'athérome est diffus et vraiment, ça touche toute la paroi et ça donne cet aspect d'artère de petit calibre. Pour vous dire que maintenant, c'est un outil qu'on utilise dans la recherche scientifique, dans pas mal d'études, pour détecter cette fameuse plaque dite instable. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour étudier la composition de cette plaque, pour voir est-ce qu'elle est hétérogène, est-ce qu'elle est homogène, est-ce qu'elle est calcifiée. Et surtout, on est en train de s'intéresser maintenant à cette chape fibreuse, comme celle-là, elle est fine par rapport à celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. C'est des critères de définition d'une plaque stable, d'une plaque instable. Bon, ça reste toujours à l'état expérimental, ce n'est pas de pratique courante, mais pour vous dire que ça avance énormément. Et donc l'incidence, elle est élevée chez ce type de patient. Et pourquoi? Parce que c'est des malades qui développent des lésions spontanées. La récidive, même après revascularisation, elle est importante. C'est pour ça qu'on a créé de nouveaux, si vous voulez, stents, ce qu'on appelle les stents actifs, parce qu'ils diminuent cette fameuse rosténose, surtout chez les diabétiques. Aussi par sa particularité d'avoir un état prothrombogène, d'accord, une hyperactivité plaquettaire. Tout ça fait que c'est des malades qui on va annuler ça, qui si vous voulez, retrombosent facilement leur artère. Ok, donc est-ce que c'est fréquent l'association d'hypertension et de diabète? Oui, la prévalence, elle est élevée, je ne vous apprends rien du tout, et que l'obésité, le vieillissement et les maladies coronaires augmentent cette prévalence. L'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque additifs, on l'a bien compris. Les sujets diabétiques ont tendance à avoir une hypertension nocturne, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas suivre maintenant un hypertendu sans faire les outils dont je vous ai parlé, la MAPA et l'automesure, ça nous aide énormément, et que la prise en charge doit être intensive et bien sûr individualisée. L'association expose à un taux de coronariopathie important, d'accidents vasculaires cérébraux, de néphropathie, de rétinopathie, donc ça on l'a bien compris, et que le diabétique meurt de ses artères, ça c'est bien connu. Sur le plan rénal, les diabétiques sont exposés souvent à des problèmes rénaux, et c'est pour ça maintenant que la créatinine reste un élément, si vous voulez, qui marque peu l'atteinte rénale et qu'il faut s'aider de la clairance de la créatinine et de la microalbuminurie. Ça, c'est des outils que vous connaissez tous les jours. En ce qui concerne la cible thérapeutique, bon, l'essentiel, moins de 14,9 pour tout le monde. On peut descendre un peu plus pour les gens qui restent protéinuriques. Là, il y a un débat, on peut toujours discuter sur la cible, mais il faut baisser, il ne faut pas trop baisser, d'accord? Restons entre 130 et 139 pour la systolique et 80-85 pour la diastolique. On peut descendre un peu plus pour les gens qui ont, comme je l'ai dit, une protéinurie qui persiste. Et que parfois, surtout en matière de prise de bithérapie ou trithérapie, c'est parfois intéressant de donner une dose le soir, mais il faut être sûr que c'est des malades
après bien sûr avoir vérifié leur profil tensionnel par les MAPA par exemple, qu'ils bénéficient de tout ça. Et pourquoi on a du mal à atteindre cette cible thérapeutique, malgré qu'on sait que c'est fréquent, malgré qu'on sait que ça entraîne des événements cardiovasculaires majeurs? Ça a été bien signalé tout à l'heure par le professeur Khalfa, pour dire que, moi je résume à chaque fois la fameuse histoire des 3 M, d'accord? Le premier M, pourquoi ça ne marche pas? C'est le malade. On écrit toujours le malade en premier, d'accord? Parce qu'il n'est pas observant, c'est la mauvaise observance, d'accord? Deuxième M, c'est le médicament. Ce n'est pas le bon médicament, ce n'est pas la bonne dose, ce n'est pas la bonne association, donc on écrit toujours là. Le troisième M, c'est nous, et ça a été dit tout à l'heure, c'est l'inertie thérapeutique. C'est des gens qui ne sont pas aux cibles, et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Khalfa, la prochaine fois, et on ferme les yeux, c'est 3 ans, 4 ans qui passent, et on trouve toujours des excuses à cette élévation de la tension, alors que c'est des malades qui ne sont pas à l'abri d'événements cardiovasculaires. Est-ce qu'on a des études qui valident tout ce que je suis en train de dire? Oui, je vais vous citer 2 études, je ne vais pas pour ne pas trop alourdir le topo. C'est pour vous dire que depuis quelques années déjà, l'étude Advance qui a répondu à la première question chez des patients diabétiques hypertendus, le fait de donner une association fixe, périndopril, l'indapamide, on diminue les événements cardiovasculaires. Rappelez-vous, j'ai 1000 m² de surface artérielle, j'ai besoin d'outils pour diminuer ce risque cardiovasculaire. Je sais que je ne peux pas le diminuer à 0, parce que même la population normale est exposée à un risque, on l'a bien vu, mais j'ai besoin d'outils pour diminuer ce risque cardiovasculaire. Autre étude, UKPDS, que vous connaissez très bien. Donc, à la bonne heure, nous avons maintenant des études qui nous aident, qui nous accompagnent, si vous voulez, pour être efficaces et pour diminuer ce risque cardiovasculaire. On a poulé tout ça dans des méta-analyses et vous voyez que le fait de baisser de quelques chiffres, d'accord, de passer de 146 à 140, par exemple, on gagne. Baisser vraiment quelques millimètres, que ce soit en systole ou en diastole, on fait baisser les événements cardiovasculaires. Vous avez les chiffres devant vous, on fait baisser les AVC, les événements cardiovasculaires graves et la mortalité. Et donc, des recommandations ont été dégagées et pour vous dire que la place des bloqueurs du système rénine-angiotensine maintenant occupe une place importante et en fonction du profil du patient qu'on a, les diabétiques, le syndrome métabolique, l'atteinte d'un organe cible, vous voyez que les IDEC et les ARA2 occupent une place importante. Ceci dit, les bêta-bloquants gardent quand même une place et la meilleure indication des bêta-bloquants, c'est l'insuffisance cardiaque et non pas la coronaropathie, associée bien sûr aux bloqueurs du système rénine-angiotensine. La première étude, c'est l'étude ASCOT, dont je vais vous rafraîchir la mémoire, que vous connaissez, dans son bras hypertension artérielle. Je vous rappelle qu'à ASCOT, il y avait 2 bras, le bras lipide, le bras HTA. Là, on s'intéresse au bras HTA. Ce sont des hypertendus avec 3 autres facteurs de risque. D'accord? Et le fait de les mettre sous, on voulait comparer les 2 bras, un bras périndopril amlodipine, c'est-à-dire Amlor et Coversil, versus bêta-bloquant thiazidique, la ténor. Est-ce que le fait de traiter ces patients, d'accord, qui sont hypertendus et qui ont 3 facteurs de risque sans qu'on soit dans le secondaire, c'est-à-dire on est vraiment dans le primaire, ils n'ont pas d'événement cardiovasculaire. D'accord? Est-ce que ce type de patient en gagne? Ça, c'est le design de l'étude pour vous dire que c'est une grosse étude. C'est parmi les études où vous voyez pratiquement 19 000 patients. Donc, c'est lourd comme effectif. Et vraiment, c'est conséquent. Les résultats, on diminue la mortalité. Il y a une diminution de la mortalité avec un petit p qui tend vers la significativité. Ça diminue la mortalité cardiovasculaire, d'accord, de façon importante, et là avec un p qui est significatif. Ça diminue les accidents vasculaires cérébraux de façon significative. Vous avez les chiffres, moins 23%. Donc, on commence à voir mieux et à la bonne heure, nous avons des études. Ça diminue l'artériopathie, vous pouvez vous balader dans tous les sens. Ça diminue même les nouveaux cas d'insuffisance rénale et ça diminue les nouveaux cas de diabète que vous connaissez très bien. On a beaucoup plus de diabète sous diabétique et diurétique que sous bloqueur du système rénine-angiotensine. C'est pour ça que les diabétiques ont été un petit peu mis à l'écart, surtout quand on a quelqu'un qui a un profil diabétogène. Il vaut mieux éviter ce type de médicaments. Et là, il y a eu une sous-étude, pas une sous-étude, mais c'est une étude ancillaire de l'étude ASCOT, c'est l'étude CAFE. On s'est dit, il y a eu un gain, mais pour un profil tensionnel pareil. C'est-à-dire, on a eu une tension pareille dans les 2 bras, une tension brachiale, pareil, mais le bras périndopril amlodipine, le gain était beaucoup plus important, vous l'avez bien vu. Et on voulait comprendre pourquoi. Et donc, il y a eu une notion d'aller
chercher plus loin et de voir un petit peu la pression centrale, cette rigidité artérielle. On a des outils qui permettent de savoir si notre pression centrale est correcte ou pas. Et l'étude qu'a fait a répondu à cette question. C'est-à-dire, ça c'est le design, donc ils ont pris à peu près 2000 patients de l'étude ASCOT et on a mesuré l'onde de pouls radial pour avoir une idée sur la pression centrale. La pression centrale, c'est quoi? C'est vraiment la pression, si vous voulez, à la sortie du cœur, au niveau de l'aorte. D'accord? On a la pression brachiale et on a la pression centrale. Ce qu'on fait tous les jours, c'est la pression brachiale avec nos tensiomètres. D'accord? Et là, on a des outils qui ne sont pas disponibles en Algérie, mais on arrive à mesurer maintenant cette pression centrale par l'onde de pouls radiale et il y a eu une diminution de cette pression centrale pour le même tension brachiale. Vous avez les résultats, c'est-à-dire pour le même, vous avez une tension brachiale comparant les deux bras, c'est-à-dire pérendoprile, amlodipine versus bêta-bloquant thiazidique, eh bien, ils avaient la même tension. C'est-à-dire pour le même niveau tensionnel, les événements étaient différents. Et comment expliquer? Parce que la pression centrale n'était pas pareille. Et on gagnait beaucoup plus, la pression centrale était beaucoup plus basse dans le bras pérendoprile, amlodipine. Et donc, on a une plus grande réduction de la pression centrale sous cette association. Et là, on explique les effets bénéfiques. Pourquoi le fait d'avoir cette pression centrale plus basse, comme on explique à faire gagner en matière d'événements cardiovasculaires, parce qu'on joue sur la post-charge, donc sur les résistances périphériques, sur la perfusion coronaire qui se fait en diastole, sur l'HVG, tout ce que vous voulez. La deuxième étude, c'est l'étude ADVANCE. L'étude ADVANCE, elle s'est attaquée à des diabétiques qui sont hypertendus ou non, avec un autre facteur additionnel. Plus de 11 000 patients, et c'est des malades qui avaient des événements cardiovasculaires. Si on voit un petit peu le design de l'étude, donc 66 ans, tout le monde était diabétique, il y avait des hommes, des femmes, des hypertendus traités, des hypertendus non traités, des diabétiques avec un équilibre glycémique pas très bon, il y avait de l'albumine dans les urines, il y avait des antécédents d'infarctus, d'AVC, donc pratiquement le diabétique de tous les jours. Et là, on voulait tester un critère assez dur, à savoir le décès d'origine cardiovasculaire, les AVC, les infarctus. Est-ce qu'on gagne ou pas le fait de mettre ces patients sous une association fixe, le pérendoprile, l'indapamide? Je vous rappelle la tension de départ, retenez ce chiffre s'il vous plaît, c'est-à-dire c'est des malades, on est parti à 140 mm pour la systolique, d'accord? Donc, le fait de les mettre sous pérendoprile, l'indapamide, ça fait baisser la tension artérielle, ça c'est le moins qu'on puisse demander à un labo, c'est de baisser un petit peu les chiffres tensionnels. Et je rappelle que dans le groupe contrôle, il y avait des patients qui étaient hypertendus, qui étaient traités par IEC ou ARA2. Donc, on avait affaire à des patients, un grand nombre de patients hypertendus traités. Les résultats, eh bien, on diminue. On diminue la mortalité de 14%. On diminue les événements coronaires, on diminue surtout les événements rénaux. Donc, à la bonne heure, on arrive à voir mieux. Et l'étude ADVANCE nous répond, réduction de 14% de la mortalité totale. On peut prévenir l'apparition de nouveaux cas de microalbuminurie de 21%, on régresse quand on est au stade de microalbuminurie de façon importante de 16%, et même quand on est au stade de macroprotéinurie, on peut retarder l'évolution vers le stade final, à savoir la dialyse in fine. Pourquoi je vous parle d'ADVANCE? Parce qu'il y a eu une suite à ADVANCE, c'est ADVANCE-SUN, et ça a été publié en 2014. Ils ont suivi un petit peu ces patients qui étaient dans ADVANCE. Et je vous rappelle le design un petit peu de l'étude. C'est des malades, après ADVANCE, ils étaient à 140, on les a mis sous indapamide et pérendoprile, on a baissé la tension artérielle. Après la fin de l'étude, ben, on a arrêté l'étude, tout le monde est rentré chez lui, tout le monde est reparti voir son médecin. Beaucoup de médecins ont arrêté le traitement, ils ont repris leur traitement, donc vraiment c'est la vraie vie. Et on voulait savoir ces patients qui sont repartis chez eux, qui ont arrêté le traitement, le pérendoprile, d'accord, quel est leur devenir. C'est ça un petit peu le design de l'étude. Donc, si vous voulez, on voulait savoir toujours ce critère, est-ce que la mortalité qu'on a gagnée, hein, rappelez-vous les résultats d'ADVANCE, est-ce que la mortalité est toujours basse? Est-ce que les événements cardiovasculaires sont toujours en diminue? Est-ce qu'on gagne ou pas? Et là, les critères d'inclusion, si vous voulez, quand on voit ADVANCE-SUN, c'est ça, d'accord? ADVANCE, on était à 145, 140. C'est pareil, parce que c'est des malades qui ont arrêté le traitement, donc ils vont revenir à la case de départ. Donc, si vous voulez, vraiment, on ne teste pas, si vous voulez, quelque chose de nouveau. C'est des malades qui ont pris le pérendoprile indapamide pendant 5 ans
il y a eu baisse de la tension artérielle, il y a eu baisse des événements cardiovasculaires, de la mortalité. Après 5 ans, arrêt de l'étude, tout le monde est content, on rentre chez eux, tout le monde rentre chez lui. On arrête les médicaments, on les reprend 4 à 5 ans après. Et quand on voit les chiffres tensionnels, eh ben, c'est au départ de Advance. Donc vraiment, il n'y a pas eu ce gain de la tension, de la baisse de la tension artérielle. Et qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le design, vous pouvez le consulter, c'est pour gagner un peu de temps. Eh bien, la mortalité, on diminue la mortalité cardiovasculaire et on diminue la mortalité totale. C'est vrai, elle n'est pas très significative, mais on diminue la mortalité cardiovasculaire. Pour des gens qui ont arrêté le traitement. Donc si on avait continué le traitement, vous imaginez qu'on aurait gagné un peu plus. Et comment on interprète les résultats de Advanced? Donc les bénéfices obtenus avec le périndopryl et l'indapamide sur la mortalité cardiovasculaire persistent. C'est des gens qui ont arrêté pendant 4 ans. Ils ont pris le traitement pendant 4 à 5 ans. Et que la plus grande partie de ces bénéfices est attribuée au contrôle de la pression artérielle dans Advance, c'est-à-dire vraiment la première période par le périndopryl et l'indapamide. Et que la persistance, si on avait continué le traitement, sûrement les résultats auraient été meilleurs. Donc, si je résume les deux études, baisser la pression artérielle avec le périndopryl et l'indapamide chez les diabétiques de type 2 assure les bénéfices tangibles avec une diminution de la mortalité totale et cardiovasculaire qui persiste malgré l'arrêt du traitement. Donc il est fondamental, bien sûr, de poursuivre ce traitement antihypertenseur à vie pour qu'on espère diminuer ce risque cardiovasculaire. Et malgré ça, le risque cardiovasculaire résiduel persiste. Rappelez-vous la population générale. Et pour vraiment baisser ce risque cardiovasculaire, eh bien, il ne faut pas oublier de prendre en charge la dyslipidémie, l'arrêt du tabac, faire un peu d'exercice, le contrôle optimal, on l'a bien vu tout à l'heure, de l'hyperglycémie et le traitement anti-agrégant plaquettaire. En conclusion, je vous donne 2 slides. Ça, c'est une slide qui vraiment elle est très intéressante pour vous dire que, regardez, il y a eu 2 périodes. Il y a eu les années de 80-90 et il y a eu les années des 90-2015. Et vous voyez que durant ces 20 dernières années, eh ben, la coronaropathie, elle a diminué de beaucoup, si je compare le bleu par rapport au vert. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on traite bien la tension artérielle. Parce qu'on traite bien les dyslipidémies. Et ces 20 dernières années, eh ben, c'est avec l'avènement des statines pour les dyslipidémies et des bloqueurs du système rénine-angiotensine pour la pression artérielle. Pour vous dire que nous avons quelque chose maintenant qui vraiment nous aide un petit peu dans notre pratique de tous les jours pour faire baisser le risque cardiovasculaire. Un petit clin d'œil pour vous dire que nous disposons maintenant d'outils qui nous permettent, sans être trop agressifs, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de nos artères et surtout de nos artères coronaires. Merci beaucoup.